5 milliards de prises. Putain, j'en ai marre. Hein. J'en ai... j'en ai grave marre. Vais-je pouvoir enfin finir cette vidéo? Quoi fait YouTube? Ça fait, je sais pas, je crois que c'est au moins la 5e fois que je reprends la vidéo. Pour des raisons différentes. Et enfin, quand je pensais enfin avoir réussi à réunir toute mon énergie, toutes mes idées, plus de batterie. Excellent, excellent. J'adore. C'est un plaisir de reprendre les vidéos. Bref, aujourd'hui j'ai envie de te parler du vide quantique. Oui, du vide quantique. Quel intérêt? Tu verras. Non, tu fais ce que tu veux, je t'ai annoncé ce que je vais te raconter. Si ça t'intéresse pas, tu prends tes clics, tes claques, tes poils et tu te tailles. Tout simplement. Hein? Je reviendrai sur pourquoi je fais cette vidéo quand j'aurai expliqué vite fait ce que je pense avoir compris du vide quantique. Alors, le vide quantique, pour faire simple, ça serait en fait, c'est simple. Tu t'imagines que le vide n'est pas vide. En fait, le vide contient des particules fantômes. Des petits gaspères, comme ça. Et ces particules fantômes, en fait, elles ne sont pas observables. Parce qu'elles ne sont pas... n'arrivent pas à se matérialiser. Elles sont fatiguées, quoi. Elles n'ont pas assez d'énergie pour pouvoir se matérialiser dans le réel. Je peux appeler ça le réel. Et donc, elles seraient dans le virtuel. Voilà. Ces particules, elles s'appellent le boson de Higgs. C'est stylé comme nom, non? Le boson de Higgs, j'ai trouvé le boson de Higgs. Bref. Ce boson de Higgs là qui est en fait qui est contenu dans le vide, il a été découvert, donc observé il y a un petit temps, en 2012. Parce qu'en fait il y a un théoricien, c'est pas comment le gars, mais les mecs c'est quand même des bêtes, hein, ces théoriciens. Franchement, quand tu te dis que le gars avec A, B, C, D, avec 3 lettres au carré, mis au carré, racine carrée de la dérivée de X, le mec il te trouve, il te dit, moi, je pense, parce qu'on sait pas, moi je pense que le vide n'est pas vide, qu'il contient des particules qu'on ne peut pas observer, parce qu'elles n'ont pas assez d'énergie pour pouvoir se matérialiser, que ces particules étaient présentes lors de l'univers primordial, donc il y a des milliards et des milliards d'années, et tout ça avec 3 lettres, une racine carrée et une fraction. Franchement, les mecs, je sais pas comment ils font, franchement, ils sont trop forts. Je sais pas, ils sont trop... hein. Je trouve que plus que la découverte, en fait, de plus en plus, hein. Ouais, je m'égare, je digresse, me bats les couilles. De toute façon, la vidéo va encore s'arrêter. Je vais encore péter un câble parce que, au final, je la trouvais bien. Justement, le plus dingue, je trouve, dans la science, c'est les mecs qui posent des théories. 100 ans après, hop, le truc est... On est capable d'observer
la théorie est de la valider par l'observation. C'est quand même fou, moi, je trouve. Je trouve que c'est le plus... les mecs les plus dingues, c'est pas ceux qui trouvent, c'est... Bon, mais si, mais... parce que bon, fallait y penser, hein, genre, faire un espèce de gros tuyau sous la terre, là, à Genève, là, pour envoyer des particules qui ont une énergie élevée sans trop choquer pour que ces particules... Bon, c'est quand même... pour qu'il y ait collision, bon, je t'expliquerai après, mais bon, il y a quand même un certain mérite pour ceux qui tentent à observer ce qui a été théorisé. Mais je trouve quand même, ce n'est que mon humble avis, mais les masters, c'est quand même ceux qui pondent des théories avec 3-4 chiffres et 5 lettres. Il n'y a pas à dire. Bref, revenons à ce que j'étais en train de t'expliquer, le vide quantique. C'est donc je t'ai dit, voilà, c'est en fait le vide n'est pas vide, il contient des particules qu'on a nommées Higgs par rapport au mec qui les a découverts, toujours, hein. Donc on les a observés en 2012, il y a pas longtemps. Et en fait, qu'est-ce que ça a apporté? Bon, je t'explique vite fait comment ils ont découvert. Donc je t'ai dit, les mecs, ils ont envoyé des particules sans trop choquer. Ils ont fait des collisions de particules pour que c'est pas pour qu'elles transmettent, donc qu'elles diffusent de l'énergie lors de la collision dans le vide, au final, dans le champ de Higgs, qu'elles transmettent en fait l'énergie au boson de Higgs, qui lui il est un peu à sec, tu vois, et hop, il retrouve un peu de vigueur et hop, il apparaît. Et pendant quelques instants, il a été observable. Ils ont été observables. Je sais pas s'il y en a eu plusieurs ou ils en ont vu une. Je pense que c'est plusieurs. Ils ont, en plus, je crois même que c'est même pas... tu le vois sur un pic, hein, c'est un graphique, donc bref. Donc... en fait, qu'a apporté l'observation de ce truc? Et en fait, qu'est-ce que ça change d'avoir découvert le boson de Higgs? En fait, ça change la représentation qu'on a de la matière. Parce qu'en fait, on définissait, et même aujourd'hui, la plupart des gens définissent la matière comme quelque chose qui a une masse. En fait, ce qui définit la matière, c'est la masse. On n'est pas capable de se dire, bon, tu vois, ce pot de yaourt, c'est de la matière parce qu'il pèse, pas le poids, mais parce qu'il a une masse. Et tu es pas capable de te dire que quelque chose, que la matière, qu'il y ait une matière qui n'ait pas de masse. Et inversement, tu n'es pas capable de te dire que quelque chose qui a une masse n'est pas de la matière. C'est bon? Et en fait, avec le boson de Higgs, en fait, on a complètement inversé les représentations. On pensait que voilà, la masse était une caractéristique intrinsèque à la matière. Or, au final, non, elle fait partie des caractéristiques de la matière, mais c'est une caractéristique comme peut-être l'élasticité ou voilà. Donc, ça, par contre, je suis pas sûr là. Là, ce que je viens de te dire. Je suis pas sûr. Et moi, je l'ai compris comme ça. En gros, c'est une caractéristique émergente d'une interaction. Et en fait, elle émerge de l'interaction justement avec ce champ de Higgs. Je t'explique. Par exemple, prenons un proton qui a une certaine masse. En fait, le proton acquiert cette masse parce qu'il interagit avec les bosons de Higgs, avec le champ de Higgs. Je sais pas si tu as pu voir certaines vidéos du philosophe des sciences Étienne Klein. Je te conseille d'aller voir parce que le mec, c'est une pépite. C'est ouf, il te fait des... franchement, il est un vulgarisateur de génie. Il avait pris l'exemple... en fait, le champ de Higgs, ça serait une piste enneigée. Et les particules, elles seraient sur ce champ, tu vois. Elles feraient du ski sur ce champ de Higgs. Sur la piste. Sauf que
elles sont parties donc voir la location. Et puis tu as des particules qui se coltinent des skis qui sont pas fartés, et puis tu as d'autres qui ont réussi à choper des skis plus ou moins bien fartés. Et tu n'es pas sans savoir que plus ton ski est farté, plus tu glisses bien sur la neige. Hey, je suis ragnonné, c'est pas moi qui vais t'apprendre ça quand même. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, les particules, elles ont leurs skis qui sont plus ou moins bien fartés. Et donc, plus le ski est farté, plus la particule va bien glisser sur le champ de Higgs. Et donc, il y aura moins de frottement entre le ski et la neige. Et donc, entre la particule et le champ. Et en fait, l'interaction sera moindre. Et moins l'interaction... Et en fait, moins il y a d'interaction entre la particule et le champ de Higgs, moins la particule est freinée, au final, sur ce champ. Et c'est une analogie, hein, donc du coup, c'est pas freiné exactement, mais c'est l'interaction. Plus l'interaction est forte, alors ça, c'est pareil, je mets des guillemets, je sais pas si on peut parler de force d'interaction. Plus l'interaction est forte, on va dire ça, plus la particule a une masse élevée. Voilà. Tout ça pour dire que la masse, en fait, elle vient d'une interaction de la particule entre particule et champ de Higgs. C'est tout. Et tu vas me dire, bah, quel intérêt de te parler ça, surtout qu'en plus, ça se trouve, je dis des énormités. Donc, tu peux trouver ça sur internet assez facilement, avec des mecs qui t'expliquent plutôt bien mieux que moi. Des livres, ce que tu veux, tu peux trouver des sources d'informations infinies pour t'informer et comprendre le vide quantique. Donc du coup, pourquoi je fais cette vidéo? Pourquoi je m'acharne en plus à la faire? Parce que ça fait au moins une 50aine de fois que je prends cette putain de caméra et que je fais le bouton play. Et ben en fait je fais cette vidéo dans un premier temps parce que je sais pas si je viens de comprendre ou pas, mais en tout cas je suis persuadé que en verbalisant ce que j'ai appris, en fait en mettant les mots, en me réappropriant ce que j'ai appris, ça va s'ancrer beaucoup plus profondément. Je vais le comprendre, je vais le comprendre beaucoup mieux. En tout cas, je tente de le comprendre beaucoup mieux, parce que si je suis censé t'expliquer ce que j'ai compris, il faut préalablement que j'ai déjà compris. Tu vois? Sinon, c'est pas possible. Donc voilà, c'est ça. La première raison, c'est ça, c'est que c'est pour me permettre de mieux comprendre et en fait de mieux apprendre, de mieux mémoriser. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est parce que c'est inutile à ta petite vie lambda, tu vois. Ça n'a aucun intérêt de ce que je te dis, tu vois. Il n'y a aucune application réelle, concrète. Et voilà. Et juste, en fait, je fais ça pour le goût de la science, en fait. Parce que c'est ça aussi, encore une fois, une analogie d'Étienne Klein. Qui parlait justement des différents regards qu'on a sur la science. En fait, du regard qu'ont les citoyens, qu'ont les gens lambda de la science, les gens du quotidien et les scientifiques. Et son analogie, en fait, c'est que la science, ce serait un aquarium dans un appartement. Les poissons, ce seraient les scientifiques. Et les gens qui sont dans l'appartement, bah, ce seraient nous, tu vois, les citoyens. Et les poissons à l'intérieur de ce bocal, de cet aquarium, eux, ils sont pas capables de distinguer la forme du bocal, parce qu'ils sont à l'intérieur, donc ils n'arrivent pas à distinguer la forme globale du bocal, et ils sont pas capables de voir l'impact de l'aquarium dans l'appartement, sur l'environnement. Alors que le citoyen, lui,
il voit tout ça, il voit la forme globale, il voit l'impact de la déco, tu vois. Mais il n'est pas capable de comprendre et de voir pourquoi et comment les poissons décident d'aller à droite, à gauche, voilà, pourquoi ils ont cet itinéraire, etc. Et en fait, ces deux regards, ils sont, on peut pas les associer, ils sont assez contradictoires. Parce qu'en fait, le scientifique, lui, il fait de la science pour découvrir et pour l'amour de la science, tout ça, il s'en fout des impacts que ça peut avoir. Alors que le citoyen, lui, tout ce qu'il cherche, le mec lambda, tout ce qu'il cherche, c'est à quoi ça lui sert à lui, à quoi ça sert à la société, quels sont les impacts sur l'environnement, le travail, sur ses conditions de vie en soi. En fait, il y a eu plusieurs solutions, voilà, dans son analogie, il y a plusieurs solutions pour remédier à ces différents regards qu'on a de la science. Tantôt quand on est scientifique, tantôt quand on est citoyen. Et le truc, c'est que... En fait, en soi, c'est pas forcément des solutions qui règlent le problème. Exemple, tu dis, bah, on peut nettoyer le bocal, en rendre la science plus transparente. Nettoyer la vitre de l'aquarium. Ou sinon, on peut changer l'eau, parce que l'eau, elle est sale. Créer des comités d'éthique. Tu vois, c'est des solutions qui sont faites. Mais est-ce que ça règle le regard des uns des autres sur la science? Bah non. C'est ça le truc. Et en fait, moi, je pense que la solution, elle est dans le goût de la science, tout simplement. Donc, t'es pas obligé toujours d'apprendre des trucs pour que... Déjà, là, c'est pour comprendre comment notre monde est régi, par quelles lois quelles lois régit le monde. Déjà, juste pour ça, déjà, dans un premier temps. Et deuxièmement... Bah, juste parce que c'est intéressant, c'est marrant de faire des exercices de pensée, tu vois. D'essayer de se représenter des choses qui, tu vois, ça bug et le neurone n'y suit pas, tu vois. Genre, bah, comme le vide qui est vide, tu vois, le vide. Le vide qui n'est pas vide, pardon. Le vide, c'est censé... c'est censé être quelque chose auquel on aurait tout enlevé. Mais le vide, c'est quelque chose. Ce n'est pas rien, le vide. Ce n'est pas le néant. Donc, pour que quelque chose soit vide, il faut tout enlever sans enlever le vide. Tu vois, ce genre de petits trucs, de petites branlettes de cerveau. D'ailleurs, je me demande si les théoriciens, ils font ça. Tu sais, les mecs qui te sortent... parce qu'il faut le faire quand même. Il y a 40 ans de ça, de te sortir le boson de Higgs, il fallait le... je pense qu'il est passé par un moment de branlette de cerveau aussi. Hein. Mais du coup, voilà, en fait, les connaissances, ça te permet en fait de remettre en question ce que tu croyais. Ce que tu croyais savoir, c'est tout. Après, je peux... Oui, t'as peut-être d'autres préoccupations dans ta vie, hein. Je sais pas, les impôts, pécho des meufs, voilà, ce genre de petits trucs. Ouais, c'est peut-être plus intéressant, ça procure peut-être plus de plaisir, hein, bien sûr. Je peux le concevoir. Bah, je le conçois parce que je l'ai... T'inquiète. Oui, oui, ça procure un certain plaisir de consommer des drogues, de dire... comment ils disent à chaque fois de se lâcher, c'est ça, vivre. Ouais, bref, là je m'égare mais complètement, donc on va arrêter la vidéo là. Voilà, j'ai fait cette vidéo en fait parce que j'avais envie, parce que ça me plaît de découvrir ce genre de trucs qui au final n'aient aucun intérêt. Je veux dire qu'aujourd'hui je sache ça ou pas, ça ne changera rien sur mon avenir proche, tu vois.
peut-être futur. Même les scientifiques, ils savent même pas pourquoi ils ont... Quelles sont les applications du boson de Higgs. Mais c'est pas pour autant qu'il faut... tu vois, ils vont pas s'arrêter aux applications, les mecs. Ils cherchent juste à comprendre les origines... voilà, les origines du monde, de la vie, des questions. Qu'est-ce qu'on fout là, quoi, les gars? Bon, toi, ça t'intrigue pas, toi, mec. Je sais pas, donc, t'es là. Profitons, c'est ça, hein. Donc, profitons. Un bien grand mot, parce que tu détruis ton corps et ton esprit, mais tu profites. Bref. Sur ce YouTube. Ah oui, j'ai oublié de dire. Je sais pas si ça c'est intéressant. Je fais en fait un genre de... Comment ils appellent? De défi là. 30 jours, 30 vidéos, tu vois. Un peu le format de Teddy Boy, de... Comment il s'appelle? Raj, tout ça. Sauf que moi je fais pas 30 jours 30 vidéos. Ni 30 jours 30 livres. Je fais une semaine un livre. Ouais, parce que moi, bon, on n'est pas, on n'est pas à l'abri de la flemmardise, hein. Déjà, je préfère me mettre des objectifs que je suis capable d'atteindre. Ça sert à rien de vouloir monter l'Everest si t'es pas capable de faire une petite rando déjà. Une petite rando, une petite marche. Si t'es pas capable d'aller chercher ton pain à pied, tu vas pas t'amuser à faire le Mont Everest, hein. Donc pour l'instant, on fait un jour, non, une semaine, un livre. Voilà. Et pareil, je vais peut-être pas faire une vidéo à chaque livre que je vais lire, hein. Ça se trouve, le livre que j'ai emprunté, il pue la merde, c'est de la merde, et j'aurai rien à dire dessus, hein. On va pas, je vais pas me forcer à faire une vidéo sur un truc que au final je ne vois pas, j'ai pris aucun plaisir soit à lire, soit à comprendre, tu vois. Voilà. Sur ce, YouTube, on se dit Narbis.